Voici 10 règles sur les finances personnelles que l'école ne t'enseigne pas. En numéro 1, se payer en premier. Donc se payer en premier, ça veut dire épargner en début de mois et non en fin de mois. Ça a été popularisé par Robert T. Kiyosaki dans le livre Père riche, Père pauvre, un super livre d'ailleurs, si tu ne l'as pas lu, je te le conseille vivement. Et en fait, ça fait sens. On te dit épargne en début de mois plutôt qu'en fin de mois. Donc ça, c'est une règle de base en matière de finances personnelles. Se payer en premier, épargner en début de mois à réception de ton salaire. Et ensuite, le restant, une fois les charges payées, les dépenses vitales, le reste, c'est ton excédent, entre guillemets, et c'est ton budget plaisir. En numéro 2, les intérêts composés. Sincèrement, ça, c'est quelque chose qu'on devrait enseigner à toutes les personnes en France. En fait, le principe, c'est vraiment, lorsque tu vas placer ton argent, de réinvestir à chaque fois que tu vas dégager des intérêts pour que ton capital grossisse, qui vont te générer encore plus d'intérêts, et ton capital va grossir, qui va te générer encore plus d'intérêt. Enfin, tu as compris l'idée. C'est vraiment un effet boule de neige. Là, par exemple, dans cette courbe-là, tu vois la force des intérêts composés. Au début, avec un investissement classique, tu vas voir que la courbe, elle est la même. Mais au bout d'un certain temps, tu vas voir que la courbe, elle sera exponentielle parce que ton capital, il fera que grossir, qui va générer des intérêts et ainsi de suite. Et là, tu vois, au bout d'un moment, la différence entre un simple investissement et un investissement où tu vas réinvestir tes intérêts pour faire grossir ton capital. Tu vois, la courbe, elle est exponentielle. En numéro 3, on ne te donne pas la différence entre une bonne dette et une mauvaise dette. On te dit simplement que la société de consommation te permet d'acheter ce que tu veux grâce au crédit, à la consommation, grâce aux réserves d'argent, grâce au paiement 3 fois sans frais, 10 fois sans frais, grâce à tous ces mécanismes-là. Mais on ne t'explique pas ce que c'est une bonne dette et ce que c'est une mauvaise dette. Eh bien moi, je vais t'expliquer. Une bonne dette, c'est une dette qui a été contractée pour un investissement, donc quelque chose qui te rapporte de l'argent. Typiquement, si tu as acheté un bien immobilier, là, c'est une bonne dette. Et une mauvaise dette, c'est quelque chose qui te coûte de l'argent. Typiquement, lorsque tu vas acheter une voiture à crédit, la voiture, elle va décoter, donc elle va perdre de l'argent, mais toi, ta dette va rester la même. Et non, ne parlons pas également de tout ce qui est objet, tout ce qui est téléphone, tout ce qui est meubles, toutes ces choses-là que tu vas acheter à crédit, c'est des mauvaises dettes parce que ça ne te rapporte pas d'argent. Et en plus de ça, sur le long terme, ces objets-là, ces choses-là vont perdre de la valeur. Donc, c'est-à-dire que quand tu vas les revendre, potentiellement, toi, tu peux perdre de l'argent. En plus de ça, dans tout ce qui est crédit, etc., tu as des intérêts. Typiquement, tu achètes un objet qui te coûte 500 euros, bah toi, quand tu vas l'acheter à crédit, il ne va pas te coûter 500 euros, il va te coûter plus, puisqu'il y aura les intérêts. Donc, voilà ce que c'est qu'une mauvaise dette. En numéro 4, on ne t'apprend pas à multiplier les sources de revenus à l'école. On te dit simplement, aie un bon diplôme, fais de longues études, un master, dans une bonne école, et tu vas pouvoir avoir un bon salaire en CDI qui va te permettre de vivre. Et plus tu vas faire carrière dans cette entreprise ou dans d'autres entreprises, plus ton salaire va augmenter. Mais ça, c'est, excusez-moi du terme, c'est presque suicidaire parce que avoir juste une seule source de revenus quand tu as plusieurs charges, ça peut être très compliqué. Parce que si cette source de revenus-là, elle diminue, ce qui peut arriver si tu changes de travail, si par exemple tu n'as plus tes primes, il y a plein de facteurs qui peuvent faire que ta source de revenus principale diminue, ou tout simplement par exemple tu es au chômage, donc forcément ta source de revenus elle va diminuer, et bien toi tes charges vont rester les mêmes, et bien le conflit des deux va être compliqué. Par contre, si tu as ton salaire, et si à côté tu as de l'immobilier, si à côté tu as par exemple de la bourse, des SCPI, un side business, toutes ces choses-là qui vont te permettre justement d'être moins dépendant de ton revenu. Et si un jour ton revenu y baisse, tu vas être beaucoup plus tranquille parce que tu auras plusieurs sources de revenus. En numéro 5, on ne t'apprend pas à prendre de risques à l'école. Encore une fois, on te dit travaille bien à l'école, sois un bon salarié et à la fin, tu auras ta retraite. Mais dans tout ça, on ne te dit pas que potentiellement, tu peux très bien gagner ta vie en créant des business à côté. Tu peux très bien gagner ta vie en multipliant, encore une fois, je l'avais dit, les sources de revenus. On ne t'apprend pas à ça, on ne te pousse pas à ça. Et il faut se dire, sans risque, tu n'as rien en retour. C'est-à-dire que si tu restes dans ta vie classique, tu auras juste ce que tu veux, mais tu n'auras pas plus. Et si tu as envie d'avoir plus, donc peut-être gagner plus, voyager plus, te faire plaisir à tes proches, ça passe par prendre des risques. En numéro 6, on ne t'apprend pas à investir ton argent en bourse et en immobilier. Encore une fois, on te dit, en fait, on te parle d'investir en immobilier, mais juste d'acheter ta résidence principale. On ne te dit pas que tu peux investir et devenir investisseur immobilier locatif et faire en sorte que ce soit les locataires, entre guillemets, qui payent ton crédit et potentiellement avoir un cash flow, donc un excédent entre les revenus et les charges positif qui te permet de gagner de l'argent. On ne parle surtout pas de bourse parce que pareil, la bourse,
ça fait peur, entre guillemets, alors que sincèrement, quand on regarde les courbes, la bourse sur des années, des siècles et des siècles, c'est le meilleur investissement qui existe. Mais à l'école, non, on te dit, tu vas potentiellement avoir ta résidence principale, tu vas potentiellement avoir un plan épargne entreprise dans ton entreprise, mais ça va s'arrêter là. On ne t'apprend pas à investir en bourse, en immobilier, alors que ce sont les meilleurs placements qui existent. En numéro 7, l'école t'apprend à vivre de salaire en salaire. Encore une fois, on te dit, paye tes dépenses et ensuite tu vas rembourser ton salaire le mois suivant. On ne te donne pas de base financière ni de cours sur les finances personnelles pour t'expliquer comment tu peux gérer tes finances, notamment par exemple via la répartition budgétaire, ce genre de choses. On ne t'explique pas, on te dit juste aie un bon diplôme, trouve un bon travail et derrière c'est tes salaires suivants qui vont payer tes charges. Plutôt que de te dire établis un budget en fonction de tes revenus, paye tes dépenses en fonction de tes revenus et mets de l'argent de côté. Non, on ne t'explique pas ça, on te dit plutôt tu gères tes dépenses et ensuite le salaire suivant va les combler. Et tu vas faire comme ça, tu vas vivre de salaire en salaire. Mais encore une fois, si ta source de revenus, elle baisse, toi, tes charges, elles ne vont pas baisser, et tu vas être en conflit entre les deux et ça peut te mettre très mal dans tes finances. En numéro 8, on ne t'explique pas l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Encore une fois, ça c'est l'une des bases sur la gestion des finances personnelles, avoir un fonds d'urgence. Tu dois avoir au minimum entre 3 et 6 mois de dépenses vitales placées dans un livret dit liquide. Donc ça peut être dans un livret A, un livret bancaire classique, où tu peux retirer l'argent rapidement. Et ce fonds d'urgence, il va être utile en cas de dépenses exceptionnelles. Par exemple, tu dois faire réparer ta voiture, eh bien, il va être là. Et ça, on ne te le dit pas. On te dit plutôt, tes dépenses exceptionnelles, quand elles arrivent, c'est pas grave. Donc, comme son nom l'indique, une dépense exceptionnelle, donc tu t'y attends pas, mais c'est pas grave. De toute façon, tu as les organismes de crédit qui peuvent financer ça. Le problème, c'est que si à chaque fois il t'arrive plein d'urgences, au bout d'un moment, tu te retrouves avec plein de crédits. Alors que si tu avais de l'épargne pour gérer ce type de dépenses, eh bien, tu ne mets pas à mal ton budget. En aucun cas, on doit payer ces dépenses exceptionnelles avec son budget quotidien. En numéro 9, on ne t'explique pas que tu dois préparer ta retraite. On parle de la retraite, on t'explique que l'État va te fournir ta retraite, que tu as juste à travailler et après arriver à la retraite, l'État va te donner de l'argent. Mais le problème, là, ce qu'on est en train de voir, c'est que ce sont les actifs qui payent pour les retraités. Quand on regarde le problème, on voit que le mécanisme n'est plus bon. En gros, je crois qu'il faut 3 actifs pour payer la retraite d'un retraité. Mais si tu vois que la balance, elle commence à être plus du côté des retraités que des actifs, comment on va payer la retraite? Donc ça, on te dit, mais non, vous inquiétez pas. Il y a une retraite, l'État est solide, l'État-providence va nous fournir une retraite. Il n'y a pas de souci, ne faites rien. Alors que si, comme je te l'expliquais juste avant, tu places ton argent en bourse, en immobilier, que tu vas utiliser le principe des intérêts composés, faire grossir ton capital, à la fin, lorsque tu seras à la retraite, s'il se passe quoi que ce soit, que ta retraite elle est diminuée, que voire elle est supprimée, eh bien, tu auras ton capital qui sera là, sur lequel tu vas pouvoir te donner une rente qui va te permettre de vivre. En plus de ça, lorsque tu vas à la retraite, tu as une baisse conséquente de tes revenus. Donc si tu n'as pas préparé en ayant par exemple financé en totalité ta résidence principale, ça va être très compliqué. Et en plus de ça, toi tes charges, que tu sois à la retraite ou salarié, elles vont diminuer un peu parce que tu seras à la retraite. Tu ne vas pas les diviser par 2. Donc tes charges, elles vont rester un peu élevées, mais toi, tu vas avoir des revenus qui vont baisser. Donc si tu compenses, toi, avec tes investissements, ton niveau de vie va rester le même et tu ne seras pas dans la galère lorsque tu seras à la retraite. Et enfin, en numéro 10, on nous dit qu'on peut surconsommer. On voit partout des centres commerciaux, des pubs. On nous facilite la vie au niveau paiement 3 fois sans frais, réserve d'argent. Toutes ces choses-là, elles sont faites pour nous faire surconsommer. En fait, les marques, les entreprises, elles rendent tout ce qui est inaccessible, accessible grâce à des mécanismes de financement. Donc toi, quelque chose que tu te dis, je peux pas l'avoir, en fait, quand tu le mets via une mensualité, tu dis, c'est que, par exemple, 100 euros, 200 euros par mois. Mais encore une fois, un crédit, ça coûte de l'argent. Ça coûte plus que la valeur réelle de ce que tu achètes. Donc déjà, ça, c'est mauvais. Et après, comme tu te dis que tu peux tout avoir, tu peux être tenté de recommencer et ainsi de suite. Donc, il ne faut pas être dans cette société de la consommation. Si tu ne peux pas te payer quelque chose, tu ne l'achètes pas. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te payer la dernière voiture à la mode, c'est pas grave. En plus, il y a ce côté aussi, et je ne jette pas la pierre, moi j'ai été aussi là-dessus, ce côté statut social. On a envie de montrer aux autres qu'on a réussi, et donc on achète des choses assez chères et des choses pour lesquelles on pourrait acheter des choses bien moins chères et qui feraient
la même fonction. Typiquement, lorsqu'on achète une voiture assez chère, la voiture moins chère fait la même chose. Elle t'amène d'un point A à un point B. Donc quand tu achètes une grosse berline, souvent c'est aussi pour le statut social. Donc ça, pareil, il faut éliminer ça. Il faut être plutôt dans l'achat raisonné et raisonnable. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là pour ça, tu n'hésites pas. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18 h où je te donne des conseils pour mieux gérer tes finances et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.